Bonjour à tous, je suis James 3000 et bienvenue dans cette deuxième émission de Bande à part. Pour ce second épisode, on va profiter de la sortie du nouveau film de Lars von Trier, Nymphomaniac, pour s'attaquer à la représentation du sexe et de l'érotisme au cinéma. Alors l'idée pour cette émission, c'est de commencer par un rapide avis de l'équipe sur Nymphomaniac et ensuite de bifurquer sur les points forts de la représentation du sexe au cinéma. Alors si vous ne voulez pas vous spoiler Nymphomaniac, je vous comprends et je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton qui va apparaître sur la fenêtre YouTube ou d'avancer la vidéo vers la 20e minute. Mais tout d'abord, je vais vous présenter les intervenants qui vont m'accompagner dans ce vaste sujet. Alors on va commencer avec Résolution, spécialiste des seins sur internet. Bonjour, j'anime une petite émission qui s'appelle Seins nus sur internet et j'adore les nichons. Ensuite, un petit nouveau, King Rabbit. Salut à tous. Moi, j'ai pas spécialement d'anecdotes particulières à raconter. Je veux juste dire que je suis un fervent défenseur de Durandal. Ce troll. On continue avec un deuxième nouveau, Sasori. Bonsoir. Moi aussi j'aime les nichons. Et ensuite, on termine avec l'homme de l'Est, Noisette. Salut, ça va? Merci Noisette. Tu veux la Ouais, refaire ça Non, on c'est la très refait en bien. couple Gardons-le. Pas de couple, les mecs. Ok, on la garde, soyons fous. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit résumé de Nymphomaniac. Et je pense que c'est Résolution qui va s'y coller. Oui, alors l'histoire de Nymphomaniac, c'est l'histoire d'une femme qui est nymphomane, comme toutes les femmes d'ailleurs, sauf qu'elle elle l'accepte, c'est-à-dire qu'elle... non mais sérieusement, elle, en fait, elle a une sexualité qu'elle se considère comme déviante et comme étant une mauvaise personne, et puis ça raconte en fait son parcours durant toute sa vie jusqu'à ses 50 ans. Du coup, de ses premiers orgasmes lorsqu'elle était enfant en se frottant contre le sol de sa salle de bain avec son ami, jusqu'au moment où elle taille des pipes dans le train des inconnus et jusqu'à la fin du film, quoi. Et du coup, ça raconte son parcours et ça le fait de manière, je trouve, assez habile. Alors, laissons la parole à l'opposition, c'est-à-dire Noisette. Non, moi, pas du tout. Mais moi, j'ai un problème en fait avec Lars von Trier. J'ai bien aimé certains de ses films, enfin deux en particulier. Je les ai pas tous vus, hein. Mais j'avais bien aimé Dancer in the Dark et Melancholia. Je trouvais qu'il y avait une certaine justement dans, par exemple, une certaine humilité. Il évitait justement de rattacher trop son film à de la haute culture, à plein de symboliques un peu crétines comme dans Nymphomaniac. Et surtout que il multiplie les symboles un peu gratuits et il arrive pas à les indexer au récit, et donc du coup on se retrouve avec un truc archi lourd, et j'ai trouvé ça super lourd quoi, et c'est un peu péteux quoi, un peu voilà, le sujet c'est qu'un prétexte, il y a juste il y a des ouvertures, il y a des trucs intéressants, mais j'ai trouvé ça un peu lourd et un peu vain quoi, un peu creux, et pas vraiment, il y a pas vraiment d'émotion dans le film, et c'est assez froid, assez formaliste entre guillemets. Ça multiplie les références, donc j'ai dit bibliques, littéraires, etc., mais sans impact, et simplement voilà pour assez gratuitement. Donc non, j'ai pas trop aimé le film. Ben juste en fait sur les références, tu dis que Mélancolia est un peu moins, mais en fait Lars von Trier a toujours été un gros lourdingue qui appuie ses références et c'est juste C'est vrai. mais dans Mélancolia encore plus qu'ailleurs en fait, peut-être encore plus le Nymphomaniac parce que Lars von Trier c'est peut-être l'un des seuls mecs qui n'est pas subtil que j'arrive à apprécier parce qu'en fait il y va il met vraiment ses pieds dans le plat et puis en fait il fait sa soupe, il en a rien à foutre et et puis ça donne quelque chose, quoi. C'est une certaine gueule finalement ce qu'il fait. Alors que contrairement à des gens qui n'ont aucune culture et qui l'étalent, tu sais, leurs petits trucs misérables, alors que là, il y a quand même des choses pas mal, quoi. Bah justement, tu vois, justement sur la subtilité, je suis d'accord pour dire que c'est un gros lourd globalement, mais moi justement, il y a des gros lourds dans le cinéma qui multiplient les symboles que j'adore. Bah j'adore Ouais, mais c'est Tarkovsky. pas un gros lourd, Tarkovsky, arrête tes Ouais. conneries. Non, mais Ah, c'est vrai que c'est un gros lourd. Hein. si c'est un lourd, c'est un mec qui n'a pas de subtilité, mais c'est pas grave parce que justement c'est là que je fais la différence, c'est que Tarkovsky, et tu le vois finalement quand tu l'entends parler de ce qu'il aime, ou simplement dans son bouquin Le Temps scellé, etc. Il explique bien en fait, il a une conception du monde très précise, très affirmée, et en fait tout son cinéma, toute son œuvre tend à illustrer une idée. Il a un idéalisme très russe, très slave, qui lui permet finalement que ça soit toujours hyper intéressant, et il y a vraiment de l'émotion dans ses films. Alors que je trouve que Lars von Trier,
c'est assez révélateur parce que il est toujours dans la publicité quand tu le vois comme ça, quand il s'exprime ou quand j'ai jamais vu dire un truc intelligent quoi. C'est toujours dans la provocation débile, gratuite. Et je pense que ça illustre assez bien son cinéma qui est un peu comme ça. C'est-à-dire dès qu'il commence à entrer dans les symboliques et tout, ça devient hyper lourd et juste gratuit quoi et crétin. Et quand tu dis justement qu'il y va comme ça, je trouve que non justement parce que dans l'Infomaniac, je trouve que t'as des idées de mise en scène, t'as des idées, mais justement, il les pousse jamais jusqu'au bout en fait. Il les désarçonne à chaque fois. Soit c'est par l'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans le film. Il y a une théorie, bon, ça peut être possible, mais si tu veux que les références, la façon de les intégrer au récit, parce que ça passe par un personnage, c'est de l'humour en fait. C'est de la parodie. Il y a plein de trucs assez gratuits, et tellement gros qu'on peut penser que c'est de l'humour. Mais en fait, finalement, c'est jamais trop où il va, je trouve. Et son récit il est hyper alourdi et je sais pas, ça m'a gonflé. Je trouve qu'il y a pas une vision claire du monde, il y a pas une vision claire du cinéma. C'est ça que j'aime pas en fait chez lui. Eh bah alors là, tu vois, tu nous as tous séché là, Noisette, là, franchement, là, je sais pas comment je vais pouvoir me relever après ça, là. Ça sourit. Je vais rebondir sur ce qu'il a dit, je pense que c'est clairement un film comique. Il a un sujet de départ qui peut être touchant, et il l'est au fur et à mesure des épisodes et des parties en avançant avec le personnage. Je pense qu'au départ, il avait vraiment une idée de faire quelque chose de drôle avec ses références. Pas forcément un film hyper sérieux, mais quelque chose de presque comique dans l'approche de son sujet. Bah par exemple, la scène avec la putain de Babylone là, ou la scène quasi biblique et tout, c'était juste énorme. Ouais. C'était, Mais ça, c'était- comme la scène où Charles Gainsbourg se fait fouetter par Tintin, quoi. C'est le Oui. mec qui joue Tintin. Je sais pas s'il a le Oui, cherché ça, c'est exprès, bon, ça. mais il y a un Ça, c'est côté très efficace. drôle presque dans la façon dont il a de le fouetter, hyper pervers, alors que le mec il joue toujours un gosse, il joue dans Billy Elliot. Je suis d'accord, moi j'aime bien, il y a certains trucs dans le film que j'aime bien, j'ai pas totalement détesté. Et je trouve justement la séquence dont tu parles, de un peu sadomaso comme ça, je l'ai trouvé vachement réussi. Pour le coup assez efficace, il y a des idées intéressantes, tu vois, l'idée qu'elle sacrifie son désir comme ça, mais je sais pas, je trouve que ça a jamais vraiment de résonance, ou très rarement des résonances dans la mise en scène. À chaque fois c'est cassé par un truc, c'est alourdi, et du coup ça perd c'est dilué finalement, le propos est dilué. Et dans la première partie, je voulais juste revenir là-dessus, mais il y a juste une séquence qui est juste pas possible pour moi, c'est la séquence de la mort du père. Je la trouve, mais c'est juste nul quoi. Pour moi, c'est pompeux, c'est gratuit, c'est. C'est ce qu'elle dit, elle dit qu'elle est un être dégueulasse, et par cette scène elle le montre. Enfin, Non mais attends, elle veut se le prouver noir et elle-même, blanc et la elle goutte veut de se cyprine prouver en gros elle-même, plan, elle veut se c'était prouver nécessaire, elle-même sérieux? qu'elle est dégueulasse, et alors qu'elle l'est pas forcément. Non mais Mais oui, et puis l'autre, il lui dit, montre bien. Il lui montre bien qu'il est pas dégueulasse, c'est une réaction naturelle. Là, je sais plus comment il s'appelle, le mec. Seligman. Seligman, voilà. Il lui montre bien, non, c'est une réaction normale. Et puis en plus, il y a toutes ces dimensions forcément qui doivent intéresser Lars von Trier, qui est freudienne, avec le rapport de la femme avec son père. Parce que la seule personne qu'elle a c'est aimée un durant. cliché ça. Quoi? C'est un cliché, je trouve. C'est un truc, Ouais, c'est balisé quoi. C'est un truc balancé comme ça. Puis en même temps, le film prend plein de directions et tout, donc je sais pas. Non, j'ai vraiment pas apprécié. J'ai trouvé. Enfin, il y a certains trucs que j'ai appréciés, mais globalement, je sais pas. Ça m'a jamais touché, ça m'a jamais transcendé, ça m'a juste emmerdé quoi. Et ça m'a. Attends, je suis pas sûr que tu puisses dire que c'est un cliché de faire mouiller une gamine par son père. Tu vois, je pense que Non, mais les, attends, les la films façon qui dont vont c'est aussi mis en loin, scène. ils sont très rares. Enfin, je sais pas si on en a vu Non, mais beaucoup. la façon dont c'est mis en scène, je trouve ça hyper gratuit quoi. Ah, c'est gratuit, Je trouve ouais. c'est pour J'ai une épater la question. galerie et tout. Je sais Oui, pas. King. J'ai une question, est-ce que pour un spectateur lambda, le film justifie ces deux films de plus de 2 heures ou pas? Oui. Non, en plus il est vachement mal découpé, je trouve. Le Parce que film. quand même, c'est assez décourageant de se dire qu'on va se taper 4 heures de Lars von Trier. Bon, déjà, c'est quand même dur, quoi, de se dire on va se lancer dans l'aventure. Moi, franchement, ça me donne pas envie, quoi. Ah, c'est pas du Non, troll. mais en plus, franchement, le film est mal découpé. Il est coupé en plein milieu d'un chapitre. Il y a une partie qui dure 1h50, une autre 2h10. Ça sert strictement à rien. Autant faire 2 heures et mettre et bien couper au niveau de la fin du 8e ou 9e chapitre, je sais plus. Sauf Ça sert à que rien de tu le as. couper comme Non, ça. mais t'as ce mini cliffhanger quand même à la fin qui est quand même sympathique. Et puis ça termine sur vraiment cette osmose là avec je sais plus comment ça s'appelle, sa symphonie là quand il joue. Et puis t'as Oui, les trois comme ça, tu vois. c'est un morceau. Ouais, il ça, a c'est été pris sympa, dans ouais. Solaris. Mais bon, c'est un peu Et ça, gratuit. non, mais c'est gratuit, mais c'est magnifique parce que, enfin, mais je veux dire, visuellement, c'est juste l'idée Ouais. visuelle que. Moi, franchement, j'étais Et- scotché, ça s'est terminé là-dessus. J'aurais pu. Moi aussi, franchement, ouais. C'était magnifique, franchement. J'étais. Et en plus, comme je dis, il est fan de Tarkovsky et ce morceau est dans Solaris, donc t'as une mini Ouais. référence au passage. T'as quand même souvent des références à Tarkovsky dans ces films, que ce soit le côté religieux, l'utilisation de la musique. Et puis Et le donc miroir. toi qui aimes pas Tarkovsky, t'es juste con, quoi. Non, T'aimes mais pas c'est- Lars von Trier, t'aimes Tarkovsky, tu fais chier. Non, mais ça n'a rien à voir justement. C'est ce que je t'expliquais. Je pense que Tarkovsky aurait détesté Lars von Trier.
franchement. Non, C'est-à-dire je quand tu pense le vois pas. parler, que c'est ah si, quand tu le vois dire que il supporte pas la vulgarité, il aurait détesté quoi. C'est même sur la façon de représenter la sexualité, elle est totalement différente. C'est des cinémas qui ont pas grand-chose à voir. Hein. Non, C'est mais simplement il lui fait des références que moi je trouve agréables au demeurant. C'est marrant de voir une référence à Tarkovsky, t'en as pas mal dans le film. T'as un chapitre qui s'appelle le oui, miroir, oui, t'as puis l'icône l'écriture du aussi du Roublev. miroir, comme c'est écrit sur l'écran. Ouais, et moi je trouve ça sympa, mais c'est bon après c'est un peu gros dans la manière de le mettre. Mais simplement voilà et puis voilà le truc c'est que regarde le film est hyper cynique quoi. Alors que Tarkovsky c'est un humaniste à la base, c'est un mec qui est un idéaliste, un mec qui a des convictions très profondes. Lui ça va vachement vers la destruction je trouve le cinéma de Von Trier. C'est à chaque fois c'est dans la même dynamique. Il faut que les personnages payent à la fin. Enfin je vais pas spoiler la fin, mais je la trouve je la trouve assez gratuite quoi, assez cynique et enfin, elle a un sens, c'est vrai, mais je sais pas, moi ça m'a pas. Ça soit signé, je pense juste que c'est réaliste en fait, c'est la vie qui est comme ça, c'est te dire que elle a raconté sa vie, puis t'as ce rappel brutal, la réalité c'est que les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, et que, tu vois, Lars von Trier, je le prends quand même pour un, je veux dire, c'est quelqu'un qui a quand même un certain recul, tu vois, il est lourd, mais il est vulgaire, mais il a ce recul, tu vois, je pense qu'il a compris des choses que tout le monde n'a pas compris, et c'est ce qui fait qu'il est intéressant. Alors qu'un cinéaste, des cinéastes qui sont lourdingues, qui n'ont rien à voir, hein, je vais parler de Zack Snyder par exemple, mais qui n'a rien compris du tout, mais qui est lourd, alors que Lars von Trier, en fait, il peut se permettre d'être lourd parce qu'en fait, il a tout compris, il sait tout, il a tout vu, il a compris toutes les relations humaines entre les gens, et du coup, il peut se permettre. Par exemple, moi, la scène, je trouve sublime, c'était à la fin, là, quand Seligman, il lui dit, attends, tu t'es fait sauter par des milliers de mecs, et pourquoi pas par moi? Tu vois, c'est exactement le truc que tout le monde a pu se dire une fois. T'as la fille, elle est trop bonne, elle a couché avec des dizaines de mecs, il te fait putain, attends, elle couche avec celui-là, elle est trop moche, pourquoi elle couche pas, pourquoi elle baiserait pas avec moi, tu vois. Et ça, c'est vraiment ça, rien que pour oser le dire, et puis c'est vraiment une relation. Mais pourquoi te retourner finalement le personnage? Parce que le personnage, ce que j'aime pas aussi, c'est que le personnage de Seligman, par exemple, j'en parlais récemment avec un pote, et je suis assez d'accord avec lui, c'est-à-dire que c'est une sorte de caricature de la bien-pensance, et finalement, à la fin, c'est de l'hypocrisie, etc. C'est pour ça que je pense qu'il y a une partie de distance quand il met des références, etc. Il enchaîne des sophismes, en fait, et c'est un sophiste, le mec. C'est son rôle dans l'histoire en même temps. Mais en même temps, il reste un homme, quoi. Il a envie de se la faire. C'est une façon de le détruire cette fin. Et c'est pourquoi le retourner, tu vois, c'est exactement ce que je reprocherais à un film comme mais là je vais spoiler, c'est ça le problème. Donc non, je m'arrête là, mais vas-y, simplement spoil, Noisette. bon, c'est exactement comme ce que je reprocherais à un film comme Eve, par exemple, que j'ai vu récemment, de Monkey Ouais. X. C'est pareil, tu retournes un personnage comme ça. J'aime pas cette idée-là de sacrifier un personnage comme ça ou de sacrifier des personnages sur l'autel de ton propos, simplement pour dire quelque chose. Et pour dire quoi au final? Non, mais attends, C'est ça le problème, c'est bah, qu'il dit quoi finalement qui est pas déjà vu? Je veux dire, cette trajectoire de nymphomanie, elle s'est pas déjà vue ailleurs. C'est pas une idée courante, l'idée freudienne, et ça enchaîne les clichés. Et là, bon, après, ça a peut-être du sens, l'idée que finalement, tu vas chercher des expériences de plus en plus extrêmes, etc. Mais je sais pas, par exemple, l'Empire des Sens ou la Bête aveugle, c'était 10 fois plus puissant et 10 fois plus fluide. C'était pas lourd, ça coulait comme ça et c'était beaucoup plus mais intéressant. c'était une autre civilisation. Après, j'ai pas vu les deux films en question, je les ai, mais j'ai toujours pas vu. Mais je veux dire, c'est une autre civilisation, c'est une autre façon de représenter le Celtic, tu vois. Non, mais c'est pas forcément la représentation, mais simplement le parcours de la nymphomane. Dans l'Empire des Sens, c'est qu'ils vont aller de plus en plus loin dans la consommation de la chair. Et il y a cette idée-là aussi dans le Von Trier, et il y a aussi cette idée-là dans La Bête aveugle, qui est un film génial. Je sais que t'as pas aimé Sasso, mais bon, c'est pas grave, t'es un con. Et qui est un film génial Pas d'insultes, s'il vous plaît. de Masumura. Et c'est vraiment génial. Il y a toujours cette idée-là. Et tu vois, dans La Bête aveugle, tu vois, c'est pas lourd, mais il y a quand même des symboles, il y a quand même des trucs, mais ça s'intègre beaucoup mieux au récit. Et c'est assez expressionniste aussi, mais c'est jamais lourdingue. Et c'est vraiment ce que je reprocherais à Von Trier, en fait. Ok, mais du coup, pour revenir au sujet de l'émission, qu'est-ce que vous pensez spécifiquement du sexe dans Nymphomaniac? En fait, le set, je pense, dans Infomaniac, c'est pas un set qu'il a pour réciter, c'est-à-dire que c'est pas. Ça essaie peut-être un peu de choquer, mais plus que de choquer, en fait, ça montre le set peut-être tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on on n'est pas en train d'essayer de montrer un truc vraiment dégueulasse, ou je sais pas, on peut montrer des choses immondes dans le set, ou on peut montrer des choses très belles. Et là, en fait, non, ça montre juste, par exemple, la scène où elle se fait fouetter. C'est une scène où elle se fait lacérer, et puis en fait non, ça passe plutôt bien. Pareil, il y a une scène où il y a deux noirs, ils veulent la prendre. Ça pourrait être un truc super violent, se faire prendre par deux noirs avec des bites de 20 cm.
Mais non, mais ça pourrait être super violent. Et puis finalement, en fait, non, c'est traité de manière. Bah, c'est normal. C'est plutôt. Bah, et puis la scène est super drôle en plus. C'est super drôle et puis c'est traité de manière normale. Toutes les scènes en fait sont traitées de manière normale. C'est-à-dire, vu que c'est Joe qui raconte, donc Gainsbourg qui raconte l'histoire, et que c'est son quotidien, pour elle c'est normal. Et du coup, il n'y a pas de. Ouais, voilà. Il y a un côté très banal au rapport sexuel, puisqu'elle le dit, j'en avais 10 par jour. Du coup, pour elle, c'est comme manger un gâteau, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça arrive à un moment où le sexe, il est ni excitant, ni forcément dégueulasse, il est juste banal. Et du coup, peut-être que ça manque un peu, avec la censure, de plus de scènes de sexe montrées, mais banales. Là, il y en a vraiment qu'une ou deux qui sont montrées, du coup, ça perd un peu de son côté répétitif, qui pourrait être dans, enfin, ça pourrait être en plus d'être banal, vraiment répétitif, et là, ça manque un peu, le fait que ça ait sûrement été censuré en partie. Bah, je suis assez d'accord avec vous. C'est que j'ai l'impression, c'est pas du sexe excitant, du sexe érotique. Il n'y a pas de suggestion, et je les trouve assez désincarnées les scènes de sexe. Mais justement, c'est une des bonnes idées du film, je trouve. Il parle de quoi? Il parle d'une nana qui en demande toujours plus. Donc, elle arrive pas à jouir de ce qu'elle a. Bah déjà, elle a jamais d'orgasme. Le seul qu'elle en a eu, c'est quand elle est dans le champ avec les divinités qui apparaissent, et après, elle en a Ouais, même d'ailleurs, la vraiment eu. lévitation, c'est encore une référence à Tarkovsky, je pense. Mais bon, bref. Et juste pour dire ça. Noisette voit Tarkovsky partout. Non, mais c'est vrai, la lévitation, ça me fait penser au miroir, Ouais. quoi. Ça me fait vraiment Même, penser même à dans ça. des films sortis avant Tarkovsky, il voit du Tarkovsky. Mais non, mais c'est parce Genre que. dans du Chaplin, il voit du Tarkovsky. Mais non, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous. C'est pas du tout un sexe érotique. C'est pas non plus très choquant. Je trouve. C'est ça que je comprends pas trop toute cette censure. Même s'il y a quand même des éclats un peu von Trierien, genre entre guillemets, c'est des plans un peu, genre les plans des beats comme ça en gros plan. Bon, c'est un peu gratuit. Mais c'est bon, pas il y a besoin choquant, de tu vois, ça, c'est voilà. juste une bite. Mais c'est pas choquant. C'est- C'est pas Ouais, choquant voilà. justement. C'est pour ça, banal, c'est basique. Alors, non, mais il en fait des tonnes. On en a fait la bande-annonce en faisait des tonnes. On s'attendait à un film Je suis ultra. désolé, mais voir une tome en ultra gros plan au poussif, et cinéma, en fait- c'est dégueulasse. Mais non. Et un diable. Non, mais la bande-annonce, je pense qu'elle en faisait des tomes juste, pas pour décalage presque avec le film, pour le vendre différemment de ce qu'il pouvait être. Il y a un côté jeu aussi dans certaines bandes-annonces. Essayer d'attirer le spectateur pour pas forcément faire la même chose après au cinéma. T'as un côté mini-jeu, etc. Ouais, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Et justement, moi je pense que c'est le sexe que montre Von Trier. C'est un sexe où il y a pas de jouissance, il y a pas de plaisir en fait. Et ni elle ni toi sont excités par ce que tu vois, quoi. C'est pas. Enfin, ici, moi justement la scène où justement il y a quelque chose, c'est justement la scène SM, je trouve. Où justement là ça suscite quelque chose, je trouve. Mais Ça te c'est pour le rappelle détruire Tarkovsky. aussitôt. Quoi? Ça te rappelle Tarkovsky là? Non, ça me rappelle pas Tarkovsky. Devant Stalker, c'est un peu du SM. Hein. Ouais, j'avoue que s'infliger Stalker. Ah, ta gueule, ta La, gueule. la chambre des vœux. Vos gueules. Non, mais tu voyez ce que je veux dire? Là, il y a quelque chose de potentiellement bandant, mais c'est désarçonné, ça va dans. Et je trouve ça intéressant de le représenter comme ça, parce que ça parle de ça parle d'une nana qui arrive pas à se contenter, tu vois, des relations, elle va aller de plus en plus loin, et ça, c'est plutôt bien foutu dans le film. Ça, j'avoue que cette manière de le représenter, je trouve ça intelligent, je trouve que c'est adapté. Et bon, après, dès que ça essaye de rajouter du lyrisme ou la scène du père, je les trouve dégueulasses, mais après, il y a un côté aussi, comme j'ai dit, un peu gratuit dans certaines. Le problème avec la scène du père, c'est que le père, en 20 ans, il a pas vieilli. Il a toujours la même tête. C'est ça qui m'a perturbé avec la scène du père plus qu'autre chose finalement. Ça continue, comment dire, ça a aussi pour effet, tu vois, de renforcer l'artificialité du truc, quoi. Le côté artificiel du truc, le côté un peu faux, quoi, le côté un peu fake. Mais de toute façon, par rapport à toute la mise en scène que Lars von Trier peut faire, c'est-à-dire que bon, enfin, on peut pas nier qu'il fait vraiment de la mise en scène, tu vois, enfin tous ces différents procédés en plus à chaque chapitre. Mais c'est que malgré donc toute cette artificialité qu'il met dans le film, à chaque fois les situations, je les trouve absolument vraies. C'est-à-dire qu'il y a des réactions, tu dis putain, cette réaction, bah justement, elle est juste, tu vois, genre le coup de je vais sucer des bites dans le train, et je la trouve éminemment juste, cette situation comme ça, ce petit jeu, la tenue du baise-moi maintenant, là, ou je sais plus quoi. C'était. Enfin, je prends le train toutes les semaines, j'ai jamais vu ça. Mais non, mais je dis pas que ça arrive, mais je trouve Je la. le regrette, J'ai mais jamais j'ai vu jamais ça vu dans ça. le- Non, mais ça, Non, c'est mais- parce que t'es moche. Elles font semblant quand elles te voient. Mais non, mais à chaque fois, t'as ce petite impression quand même que putain, ouais, cette scène, elle est, comment dire, elle est vraie, elle fonctionne malgré toute l'artificialité du truc. Elle est vraie, elle fonctionne. Et ça, je trouve ça formidable. C'est de se dire que t'as un truc qui sort de nulle part, des filles qui ont sucé des billes dans le train,
et ça fonctionne, tu vois, et tu crois vraiment à ce mec Ouais. comme ça qui va aller voir sa Et ce femme. qui fonctionne dans la scène dont tu parles aussi, c'est le côté enfantin. Finalement, elles jouent juste pour des gâteaux. Et des filles de cet âge-là qui découvrent leur corps ou leur sexe, c'est vrai que t'as un côté très réaliste dans la façon d'approcher presque un jeu, même pas sexuel, juste gagner des gâteaux et des bonbons, quoi, à la fin. C'est là que je pense que c'est là mon point de discorde avec vous, c'est que je trouve que non, justement. Le problème, c'est que ça tout fait très faux, je trouve. Tout sonne très faux, surtout dans la première partie, justement. Je trouve que c'est au niveau de la, mais même c'est aussi lié à la mise en scène surtout. Et même les situations, je les trouve fausses, exagérées. Alors des fois ça marche parce que justement la fausseté est compensée par autre chose. Par exemple, j'adore la scène avec dans la première partie où il y a, c'est pas une scène, c'est la scène où il y a Uma Thurman et je la trouve super drôle. Mais sinon non, j'arrive pas à voir je trouve ça très faux en fait. Mais je pense qu'il joue vachement là-dessus en fait, sur le côté faux, pour rajouter de l'humour, etc. Le problème c'est que j'ai un peu l'impression d'être le cul entre deux chaises quand je vois le film. Bref, excusez-moi. Du coup, pour sortir un peu de Nymphomaniac, je me faisais une réflexion, justement. Vous disiez que la représentation de Nymphomaniac était assez réaliste et banale, et du coup, ça me renvoie à deux autres films d'auteur qui sont sortis l'année dernière, qui sont La vie d'Adèle de Keshish et L'inconnu du lac. Du coup, est-ce que vous pensez qu'on a affaire à une espèce de nouvelle mode ou mouvance du sexe dans le film d'auteur? Peut-être un côté un peu plus réaliste qu'avant. Je Justement, sais je pas, trouve qu'est-ce que vous que en pensez? justement que tu dis que c'est quelque chose de banal, moi je suis pas vraiment d'accord pour dire que le sexe est représenté. Je le trouve volontairement désincarné dans Nymphomaniac. C'est-à-dire que On parle plus de nymphomaniac. oui, mais justement, c'est juste pour comparer avec le reste. Alors que dans l'inconnu du lac, j'ai pas vu La vie d'Adèle, mais dans l'inconnu du lac, justement, il est assez brutal et très réaliste pour le coup. Mais je trouve pas que dans Nymphomaniac il soit particulièrement réaliste. Je voulais juste revenir là-dessus. Mais dans l'inconnu du lac, c'est le seul des trois exemples qu'on a où ils ont pas de prothèse, ils l'ont vraiment fait. Enfin, il y avait un... Comment dire? Les acteurs l'ont vraiment fait, Je, ouais. je crois que c'est ça, parce que je crois que dans à la vie d'Adèle, ils l'ont explicité vraiment qu'ils avaient des Oui, prothèses oui, c'est ça, quasiment c'est sur des la moitié du prothèses, ouais. corps. Dans le Las Ventrir, c'est un mélange entre acteur porno et vrai. Par contre, dans l'inconnu du lac, je sais pas s'il a mélangé Non, acteur non, c'est porno des et vrais scènes de vrai, acteurs, c'est vraiment des. mais je crois qu'ils l'ont vraiment fait. Et du coup, t'as un côté presque pluraliste dans l'inconnu du lac. Bah, Il le montre vraiment, et il hésite pas. franchement, Puis t'as l'éclairage Franchement, naturel, il y a le côté naturel du film qui joue aussi là-dessus. La façon dont t'éclaires le film, la mise en scène joue vachement sur le côté ultra réaliste dans l'inconnu du lac des scènes de sexe. Excuse-moi, tu voulais dire quelque non, chose? mais je veux dire, enfin même le sexe dans Nymphomaniac, il est quand même assez réaliste aussi. Je veux dire, c'est même dans La vie d'Adèle, Hmm. je veux dire, mais tu remarques pas que c'est des acteurs porno qui Oui, ont oui, doublé les parties génitales et que dans l'autre il y a des prothèses. Tu vois, je veux dire, il y a pas de, oui. ça tu le remarques pas. Si tu le sais, parce que je Bah, pense que tu vois 10 fois le film, tu fais ah oui là, ce ouais, voilà. clitoris est homme faux. Et encore, puisque même la scène, comme tu parles là du clitoris, la scène, la première scène de baise où il y a une scène la caméra qui remonte jusqu'au clitoris. Franchement, si on pourrait te dire que c'est pas une prothèse, tu dirais pas non. Tu t'en rends vraiment compte. Enfin, tu t'en rends pas compte du tout. C'est vraiment bien fait. Non, mais au niveau non, mais je parle pas forcément des prothèses et compagnie, mais simplement au niveau de la mise en scène et des éclairages, etc. Elles me paraissent plus fausses. C'est peut-être d'une connerie, hein, j'en sais rien, mais elles me paraissent plus fausses, enfin, moins incarnées, moins réalistes, les scènes dans Nymphomaniac. Bah elles sont plus stylisées, mais Elles sont très Ouais. stylisées, voilà. Il y a un côté très stylisé tu vois, contrairement à l'inconnu du lac où il y a un côté stylisé, mais c'est plus naturel aussi. Enfin, c'est pas stylisé, il y a un côté un peu éclairé. Tu vois ce que je veux bah, le dire ou pas? 3+5, c'est assez stylisé, on va dire quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça. Bon, d'ailleurs, c'est très nul. Ah non, c'est génial. J'avais trouvé ça assez nul. Non, c'est génial. Ouais, je suis d'accord, franchement. C'est un peu, je sais pas, il se la joue ça fait un peu penser à ces intertitres et tout. Ça me fait un peu Mm. penser à Godard, mais un Godard complètement vide, quoi. Ce Si- serait un peu. Sinon, pour revenir sur la question, il y a un truc que je trouve bizarre actuellement, c'est que tu vas avoir beaucoup de films comme ça, enfin beaucoup, quelques-uns comme L'inconnu du lac, etc., avec des scènes de sexe très montrées, très explicites, et à côté, la majorité des films hollywoodiens qui vont sortir sont totalement asexués. T'as pas une paire de nichons, t'as pas un cul, t'as rien. Alors que quand tu regardes dans les années 70 ou même avant avec le nouvel Hollywood, t'avais beaucoup de films avec des poitrines par-ci par-là, même les Coppola, etc. T'avais quand même ce côté pas forcément explicite, mais qui montrait un peu le corps des femmes ou même des hommes un peu à tout va. Maintenant, aujourd'hui, t'as les deux extrêmes, t'as pas trop de juste milieu, je trouve. Oui, c'est vrai. Je suis assez d'accord. T'as une tendance à aller dans les deux extrêmes. Mais pour le blockbuster, j'ai remarqué, je pense que Réseau, tu me contrediras pas, c'est souvent on te vend du sexe, mais finalement il y en a pas. Oui, 700 amis, 7 friends, ouais. Mais oui, mais
Ouais, c'est ça, mais c'est juste honteux. C'est-à-dire qu'en fait, on va appâter le jeune mâle de Allez, c'est 12 ans. parti. Mais non, on va appâter le jeune mâle de Non, 12 mais ans il et a la raison. pucelle. On va les appâter sur une histoire de. On va savoir qu'il y aura du sexe entre amis, sauf qu'en fait, il y aura du vrai sexe pas entre amants, tu vois. Et en fait, on te montre rien du tout. Parce que, enfin, tout simplement, non seulement c'est la publicité mensongère, mais en plus, il y a tout un projet derrière. Mais C'est-à-dire qu'on te il y a un- banalise le sexe, mais c'est du sexe en couche en soutien-gorge dans le noir, tu vois. Il y a rien de vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'on Oui, te, mais on te Mais c'est désincarne pas, le pour moi, c'est sexe. pas un débat, le fait qu'il y ait du sexe ou pas de sexe, ça change pas grand chose. C'est le fait qu'on ressente vraiment une tension sexuelle, un érotisme qui se dégage du film. T'as pas besoin de faire une scène de cul ultra explicite pour que ça se Ouais, ressente, tu c'est vois. vrai. Et le problème des. Mais tu peux montrer des Non, nichons, mais quoi. oui, d'accord, Enfin, mais le problème, ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de montrer une bite en gros plan pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui se passe entre les personnages. Oui, oui. Là, le problème des films américains ou hollywoodiens, c'est que c'est des films asexués, effectivement, et en fait, c'est des personnages qui n'ont pas de sexe, c'est tout. Il y a rien qui se passe entre eux. Donc, pour moi, les deux extrêmes, moi, j'aime ni l'un ni l'autre. J'aime pas quand on est ultra explicite, ça me fait chier, parce que déjà, moi, les scènes de cul en tant que tel, juste pour faire une scène de cul, ça m'ennuie. C'est comme si on me montrait un mec qui prend son petit déj ou un mec qui va aux toilettes. C'est pas un truc qui m'intéresse. Si ça apporte quelque chose à la narration, si ça apporte quelque chose au récit, si ça a vraiment un intérêt, si c'est réalisé d'une certaine manière, là je trouverais que c'est intéressant. Mais si c'est juste pour montrer deux personnages qui ont une scène de cul, bah ça, franchement, ça me fait chier. Mais pareil pour les films américains, le fait qu'il n'y ait rien, qu'on ressente rien, qu'il n'y ait pas de couilles, à un moment, qu'il n'y ait pas de, tu vois, un peu de vie quoi là-dedans, qu'on se dise, voilà, c'est des, et bah ça aussi ça m'emmerde. Donc en fait, je pense qu'effectivement c'est Mm. dommage qu'il n'y ait pas ce juste milieu là. Mais il y a une scène, et typiquement l'année dernière, qui m'a fait penser à ça, c'est dans Hunger Games 2, je sais pas qui c'est qui l'a vu. moi, Je plaide coupable. La scène dans l'ascenseur, par exemple, où Jenna Marlon entre, se met toute nue. Le plan filme que ses épaules. Dans ce cas-là, ça sert à rien de filmer la scène. Déjà, dans sa mise en scène, il n'y a aucun érotisme. Elle se met toute nue, t'as qu'une seule envie, c'est plutôt de la voir. Et il filme rien. Ça passe comme ça, comme une scène lambda à la con, l'histoire de dire, ah bah comme ça, le gosse de 13 ans, il aura vu le haut des épaules nues d'une actrice. C'est ridicule, ça sert strictement à rien de mettre ce genre de non, scène. mais après, je veux dire, si tu peux montrer. Enfin, déjà, je pense que une première sensation érotique que j'ai eue au cinéma, c'était dans le premier Indiana Jones. Je crois que c'est le premier. Celle, à un moment donné, l'actrice, elle est chez les Allemands, là, et puis à un moment donné, elle doit se changer, puis elle se fout dos nu. Et là, je trouve ça beau, quand Ouais, même. mais au moins le dos est montré Voilà, c'est entièrement. ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans. Oh mon dieu, elle pourrait avoir un dos nu, on verrait qu'elle n'a pas d'habit. Oui, puis par exemple, C'est- Dans Hunger Games, il filme vraiment que le haut des la épaules. scène où Oui. elle l'embrasse, à chaque fois qu'il lui montre une partie de son corps, elle lui dit de l'embrasser là parce qu'il est blessé à cet endroit. Voilà, ça, bah, là il y a quelque chose qui se passe, quoi, tu vois. Et puis c'est Indiana Jones, Hum. donc Ouais. voilà, c'est. Je pense que ce qui est important, en fait, dans la sexualité, c'est juste la créativité. C'est comme n'importe quel autre type de scène. Que ce soit une scène de sexe, en soi, c'est pas pertinent. C'est la manière dont elle est traitée. Moi, je sais pas. La vie d'Adèle, je l'ai pas vue, mais la vie d'Adèle, j'ai juste vu les extraits des scènes de cul parce que voilà, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et Pervers. bah, parce que je me suis dit, Ouais, au moins t'as je vais évité éviter le de me reste. taper 3 heures de film et je veux voir, puisque c'est toutes les scènes qui ont dû attirer 60% des spectateurs, et je veux voir à quoi ça ressemble. Et puis je vois un pauvre plan fixe en plan séquence sur un seul angle, et puis deux meufs qui sont là Oh comme non. ça. Je me dis, mais c'est Non, non. chiant, c'est chiant. Non, non. Ouais, mais il y a un côté bestial qui est intéressant Bah, quand même. il y a dans un la vie montage d'Adèle. aussi. Enfin, il y a un putain de montage. C'est pas juste un plan fixe. Enfin. Plan séquence fixe, au contraire, non, ça bouge et tout. Il y a vraiment, il y a Ouais. du montage, quoi. Enfin, tu sens C'est vrai tu que- sens qu'il y a la passion, quoi. Tu sens que cette scène de sexe, elle est essentielle parce que ça montre vraiment que bah, ces deux personnes, elles s'aiment, mais elles s'aiment aussi sexuellement. Elles ont envie de se le montrer, quoi. Même si elles ont pas de bite, elles essayent de se le montrer. Et tu te poses toujours la question quand t'as un mec, comment est-ce que ça fait pour se montrer, tu sais, quand t'as une fille, tu défonces la vulve, mais quand t'es deux filles ensemble, comment tu fais pour te montrer? Tu fais des ciseaux, et puis là, tu arrives à montrer, tu arrives à sentir cette tension sexuelle lesbienne et le fait qu'elles arrivent à se donner le plaisir passionnel qu'elles ressentent et Mm. qu'elles éprouvent. Et du coup, cette scène de sexe, elle est nécessaire à la fois dans sa durée et à la fois dans la manière dont elle est traitée, c'est-à-dire de manière très crue et frontale. Et puis t'as un côté aussi dans la vie d'Adèle, c'est pas deux lesbiennes qui font l'amour, c'est un couple Mais qui est-ce font que- l'amour. Peut-être bestialement, mais t'as vraiment l'idée d'un couple Oui, dans c'est la ça. vie d'Adèle, Est-ce que plus dans que la deux lesbiennes. salle, des gens ont rigolé?
Non, mais il y avait un silence de mort pendant les scènes pendant les scènes de cul, pendant la vie d'Adèle, un silence de Ouais, moi mort. aussi. Alors que le reste du temps, il y avait des gens qui chuchotaient un peu. Pendant les scènes de cul, c'était un silence de mort. Pareil. Moi, il y a eu des rires en plus. Mais bon, je pense que c'est normal. Enfin, les gens sont pas habitués à voir ça, spécialement au cinéma, du coup. Du coup, ça suscite de la gêne. Et c'est. Oui, les non, gens bien rigolent, sûr. quoi. Après, C'est oui, la- tu peux pas en vouloir aux gens de ricaner. Après, ils sont cons, c'est leur vie, quoi. C'est une défense Oui, aussi. c'est ça. Bah oui, c'est une défense, hein, tout à fait. Ouais, puis aussi, tu peux aussi trouver le truc ridicule. Hein. Non, je pense pas. Pas quand c'était chiche, tu le fais. Ou alors t'as pas le goût, tu vois, mais après, c'est au choix. C'est le point Keshish. Non, mais par exemple, justement, pour rester sur Keshish, justement sur l'idée j'ai pas vu la vie d'Adèle, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. J'ai pas vu non plus les scènes de cul, mais simplement dans La Graine et le Mulet, par exemple, t'avais une scène assez géniale où finalement c'était très, ouais, déjà. Et t'en avais une, j'en pense à une autre, mais c'est vrai. Mais je pense à une autre scène finalement qui est très érotique aussi, sans sexe, sans rien. C'est la scène de la danse du ventre à la fin du film. Et moi je trouve ça juste génial, quoi. C'est c'est vraiment très. Et puis et même tu vois cette Afsia Herzi, elle est tellement géniale dans le film. Tu sens vraiment qu'elle existe, quoi. Elle est pas dans ce cliché qu'on souvent les actrices françaises depuis à nos amours de jouer comme ça théâtralement, etc., ou surjouer un peu. Elle est vraie, tu sais. Enfin je sais pas, justement là j'ai eu envie de dire comme réseau, j'ai eu envie de dire que c'était vrai, quoi. C'était vraiment authentique. Elle arrive vraiment, elle est un peu fat, mais elle arrive vraiment à créer le désir, je trouve. Et à la fin t'es amoureux d'elle, quoi. Enfin non, t'es pas amoureux d'elle, mais tu la désires, quoi, à la fin du film. Je trouve ça vachement fort. Malgré son gras au bide. Ouais, malgré Bah son oui, propre. malgré Mais son gros bide, ouais, ça prouve ce genre de truc, c'est que il suffit, ça sert à rien forcément d'être explicite pour mettre de l'érotisme dans un film. Bien sûr. Bah, Parce attends, que, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu Sous les ponts de Helmut Kottner, il filme une femme qui se couche, elle est en petite tenue, en plus ça date de 45, c'est hyper érotique comme scène, il y a ses tétons qui pointent à travers son truc, etc. Et en même temps, il y a rien, il filme juste une femme qui se couche, et c'est vachement érotique, donc comme quoi il n'y a pas besoin de la montrer entièrement à poil pour que ce soit intéressant. tu peux même créer de la tension en montrant rien du tout. Je pense au, bon là forcément, mais Tarkovsky. ouais, bah ouais, Tarkovsky par exemple, de Nostalgia. Non, Nostalgia, tu vois un sein. Dans Ouais, Nostalgia, tu vois le sein c'est de. érotique. Valérie Mérès. Non, ça c'est dans le sacrifice. Mais non, tu vois pas ses seins de toute façon à Valérie Mérès. Mais non, c'est cette actrice italienne là. De... attends, je vais regarder, mais je crois que elle s'appelle Domitia Giordiana ou quelque chose comme ça. Bref, on s'en fout. Mais par exemple, justement, j'allais parler du cinéma russe. Dans le cinéma russe, Domitiana Giordano. Voilà. Dans le cinéma russe, tu as pas de. Dans le cinéma soviétique, alors je pense que c'est la censure qui fait ça. T'avais pas de scène de sexe dans les films jusqu'à la perestroïka. Tu vois. Donc, et ça, il y avait quand même le seul film que j'ai vu où tu as t'as des scènes de sexe russe que j'ai vu, c'est un film qui date de 89 qui s'appelle La Petite Vera, où t'as des scènes de coït, mais c'est avant t'en as pas, et t'as même pas de sein, t'as rien, quoi. Et je pense que c'était la censure qui fait ça. D'ailleurs, je comprends pas trop cette censure parce que c'est assez l'idée de pas montrer du sexe, c'est assez religieux comme idée, c'est assez genre le sexe c'est sale, faut pas le montrer, etc. Alors que les soviétiques justement étaient détachés de la religion, enfin c'était ils censuraient la religion, je comprends pas trop. Bref, on s'en fout. Mais justement, par exemple, t'as un film de 87, je crois, qui s'appelle Le Coursier, où justement, t'as pas une seule scène de sexe, t'as pas un seul sein, t'as pas un seul décolleté, mais il arrive à créer une tension sexuelle quand même. Et pourtant, tu vois rien, et mieux, non seulement tu vois rien, et en plus, les persos passent pas à l'acte. Donc, tu vois, et donc c'est possible de créer à partir de rien. En parlant de personnages qui ne passent pas à l'acte, faut parler d'Éric Romer, je pense, et du film Le Genou de Claire. Le Genou de Claire, la scène vers la fin, je raconte la fin. Donc le genou de Claire, le mec il fantasme sur son putain de genou, et donc là il est seul avec elle, elle a les cheveux mouillés, ils sont dans une sorte de hangar et tout, et elle est en train de pleurer parce que je crois que son mec la trompe ou je sais plus quoi. Et puis là le type se dit, putain, j'ai une chance pour lui toucher le genou et tout, et pour lui malaxer le genou. Si j'y vais trop brutalement et tout, elle va me repousser. Si j'y vais trop lentement, elle va penser que je suis pas sûr de moi, elle va me gicler. Et son truc en fait, c'est de trouver la façon avec laquelle lui toucher le genou, genre tu sais, de manière rassurante pour pouvoir tu vois, lui caresser le genou. Et ça te fout la trique. Et idem dans
Les Amours d'Astrée de Céladon, c'est peut-être le film le plus érotique que j'ai vu. Pareil, tu vois quasiment rien, tu vois juste un sein et ça te fait cette tension. Est-ce que putain ce sein tu vas le voir, oui ou merde? Tu vas voir ce putain de nichon. Pareil, à un moment donné, elle dort, sa jupe légèrement retroussée. Et là tu te dis putain, c'est pas vrai. Tu le mec il me fait fantasmer sur des cuisses alors que j'ai déjà vu 10 fois pire, tu vois. Et t'as cette tension, tu vois pas, tu comme ça, tu vois pas, t'as ce désir, t'es comme ce mec, je sais plus. Tu veux désirer ce corps de femme quoi. Qu'est-ce que vous pensez des scènes de sexe dans Le Loup de Wall Street, par exemple? Bah, Ils sont drôles. elles sont Ils sont totalement. drôles. Voilà, mais elles sont. Enfin, dans le Loup de Wall Street, t'as cette idée que elles sont. Et le mec, plutôt que ce qui est intéressant dans le Loup de Wall Street, c'est plutôt que juger ces personnages en extérieur, comme ça, en instaurer une distance et les juger. Il épouse totalement le point de vue du personnage qui est joué par DiCaprio, qui est Jordan Belfort. Et du coup, t'as l'impression que c'est son propre film. T'as l'impression que c'est lui. C'est ça qui justifie en fait que les scènes de Mais, sexe soient comme ça. mais par rapport au Loup de Wall Street, bon, j'ai une anecdote. Il y a une meuf qui m'a expliqué que elle était allée voir le film avec son copain et qu'elle avait vraiment envie de se barrer de la salle au bout de 5 minutes. Et d'après elle, bon, moi j'ai pas ressenti le truc comme ça, mais d'après elle, toutes les meufs avaient envie de se barrer et tous les mecs étaient en train de se marrer comme des oufs pendant toute la séance. Et toutes les meufs étaient gênées. Mais passer des putains. Il y a une façon de représenter ça, mais c'est ce qui correspond aussi finalement à la vision de Belfort. C'est pour ça que c'est intéressant. Parce j'ai dit, il épouse totalement ce point de vue. Et il y a une façon de représenter ça, c'est de représenter ça d'un œil très masculin finalement. Le mec qui fantasme un peu de manière un peu dégueulasse et tout sur des gros seins, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est dans la mise en scène, ça se ressent, ça, ce Mais côté-là. C'est peut-être pour ça. moi, justement, ce qui me plaît, parce que comme je vous l'ai dit, moi, les scènes de sexe en soi, ça m'intéresse pas, ça m'ennuie. Mais ce qui me plaît justement dans Loup de Wall Street, c'est le traitement et le traitement cartoonesque et délirant du film rend ces scènes très drôles et très jouissives à voir. C'est pas juste des scènes de cul comme on dirait, bon, alors maintenant, on va passer à la classique scène de cul, machin truc, machin truc. Ça s'inscrit vraiment dans une idée, quoi. C'est dans l'idée créative du film, dans le projet, c'est dans le projet du film où vraiment c'est du Tex Avery de A à Z et toutes les outrances, c'est très félinien, hein, Fellini fait comme ça, toutes les outrances, elles passent pour moi comme une lettre à la poste et là où si on avait fait un traitement très réaliste et très sérieux et très premier degré, ça me gonflerait juste quoi. Et donc là je trouve que justement c'est vraiment réussi de ce point de vue-là. Mais si le film en fait il avait pas montré les scènes de cul, admettons tu veux faire un PG-13, je veux dire il te manquerait quelque chose, c'est-à-dire que là tes scènes de cul sont essentielles à ce que tu veux Ouais, je suis raconter. d'accord. C'est pas si tu les montes pas, tout de suite il manque un truc. Attends, le mec il est extrême, il prend de la Ouais, drogue mais et tu tout. les Par montres, contre il baisse justement, pas. tu les montres de façon drôle et C'est originale. ça. Parce C'est ça, elles tu sont montes, originales les tout. scènes en plus. À chaque fois t'as un nouveau truc, c'est dans l'ascenseur, il sniffe un truc dans les fesses. À un moment ça se fait en plan séquence où c'est la dernière fois qu'ils vont faire l'amour ensemble et tout. C'est toujours un truc qui apporte quelque chose de très fort au niveau du récit. C'est pas juste bon alors on va baiser et tout ça truc. Non, c'est vraiment quelque chose qui est toujours très justifié et très cohérent par rapport au récit. Ouais, bien sûr, esthétiquement, bah, ça correspond, je t'ai dit, ça correspond totalement à la vision du personnage et la façon dont il voit le monde, quoi. Et oui, c'est totalement cohérent. C'est aussi ça c'est vachement intéressant, je trouve, dans le film. Mais il y a un film, enfin je pense qu'il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de scène, je pense, de scène de sexe. Justement comme dans le cinéma hollywoodien PG-13 où tu as oh maintenant on va faire l'amour avec le héros, tu vois, je pense que t'as pas ça dans le cinéma où tu le montres. Je pense que c'est très rare parce que justement là tu as besoin de montrer la petite scène de sexe avec oh mon dieu on verra peut-être, ah non on verra rien, un nichon. Mais par exemple t'as des films, par exemple je pense à un film merveilleux qui s'appelle La Bête du Couvent Sacré, qui est un film japonais où où justement en fait t'as des femmes qui sont dans un couvent et tout, et puis là t'as toute cette tension sexuelle qui va venir s'installer, où chaque scène de sexe, il y a d'autres films du même genre, hein, où chaque scène de sexe va y aller plus loin dans la torture, dans l'idée du sexe, comme ça Noé se fait crucifier, et puis il se fait fouetter, il y a du sang partout, avec des sœurs, des bonnes sœurs lesbiennes, qui est un sujet passionnant, les bonnes sœurs lesbiennes d'ailleurs. Et du coup, il n'y a pas, je pense, ce genre de scène de sexe comme ça complètement plate, on va mettre une scène de sexe, ça n'existe pas. Alors que justement, il y a pas dans les films érotiques, c'est pas ça, ou alors c'est des très mauvais films érotiques.
Mais tout ça pour dire qu'il faut pas condamner tout un pan du cinéma, le cinéma érotique, juste parce que on n'aime pas les scènes de cul, quoi. Je veux dire, les scènes de cul, elles ont de la créativité, elles sont belles, elles sont Ben, magnifiques. ça aussi, Et oui, ça je que suis d'accord. Si c'est créatif, si ça. Oui, là je suis à 100% d'accord. Bah, chez Lynch, par exemple, je les trouve créatives dans Lost Ah bah Highway ou oui, même ça Mulholland c'est sûr. Drive, elles sont Oh là magnifiques là. et créatives en même temps. Ouais, Et pour c'est autant, on génial. va pas dire que c'est racoleur, qu'il en fait Non. trop, il en fait des tonnes, elles sont vachement belles. Et même le racolage, ça peut passer, je veux dire, dans un vrai film porno. Je sais pas, dans un film avec Ouais, mais Brigitte Lahaie. là c'est pas du cinéma, là, c'est. Cinéma, là, Si, c'est du cinéma. Je suis pas d'accord. Si. Si, c'est du cinéma, mais c'est. Lui, il a ça- eu la branlette de sa vie sur Brigitte Lahaie. Non, mais ouais, voilà, c'est un peu vrai. Mais, Ah, dégueulasse, sale. mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est assumé, justement, tu dis que c'est créatif, mais justement, par exemple, bon, pas tous les films porno, mais il y en a certains que il y a les petites écolières avec Brigitte Lahaie, qui est un classique du cinéma X français. Et justement, je les trouve super drôles, les scènes de cul dedans. Elles sont assez créatives, justement. Peut-être pas dans la mise en scène, mais dans la façon, si, dans la façon de les mettre en scène. C'est très drôle, c'est complètement. Enfin, c'est complètement, c'est même un peu malsain, mais c'est assez génial. Est-ce que c'est plus malsain que Entrez vite, je mouille, où le type se tape sa sœur et puis après la fille va se taper son grand-père et se marier avec lui? Bah dans Secret d'adolescente, encore avec Brigitte Lahaie, t'as ça aussi. Mais c'est dire que tu vois, je faisais une comparaison, mais tu vois par exemple, pour moi le truc dans lequel il faut pas tomber, c'est être juste c'est de faire montrer du sexe de manière totalement conne quoi. Enfin par exemple dans le dernier Ozon, mais c'est juste nul quoi. Mais c'est même pas, on y croit. Non seulement c'est désincarné, mais c'est désincarné pour rien. Ça n'a aucune signification. Et puis on n'y croit pas. Je sais pas, ça va nulle part. Et puis en plus le film se répète du point de vue de sa thématique. C'est horrible, c'est explicatif et tout. Et justement quand je l'ai vu, j'ai pensé à Secret d'adolescente avec Brigitte Lahaie donc parce que ça parce qu'il y a les mêmes thèmes en fait dedans et j'ai trouvé ça beaucoup plus intelligent alors pourtant c'est pas excellent comme truc tu vois mais j'ai quand même trouvé ça beaucoup plus intelligent dans Secret d'adolescente donc pour moi ça c'est le pire c'est encore pire que la sexualité pour moi c'est-à-dire le filmer ça n'importe comment de manière je sais pas c'est encore pire que tout pour Mais il moi y a ça. une scène magnifique chez un auteur que adore King Rabbit, Bertrand Bonello, dans le pornographe, où Jean-Pierre Léo, il dit, en fait il est pornographe, et puis il y a quelqu'un qui vient lui poser une question sur son métier. Et puis il t'explique qu'en fait, il fait du porno, ok, mais en fait ce qu'il fait, c'est il veut qu'au moins une fois dans son film, il y ait quelque chose de vrai, tu as une émotion qui passe. Et ça je trouve ça magnifique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des tas de pornos, pas des pornos dégueulasses, tu sais, genre Marc Dorcel, tu vois, mais genre des trucs où tu as enfin des films érotiques, des films porno, même de seconde zone, tu vois, des trucs où à un moment donné, tu as des choses qui passent, et c'est toujours, ce sera toujours quelque chose qui passe de plus dans le cinéma américain, comment dire, PG-13, bien aseptisé, tu vois, un regard, t'as pas ce thème, quelque chose qui sera vrai, tu as une petite éjac faciale, comme ça, la fille l'aura vraiment voulu, tu vois. Mais non, mais sérieusement. Non, mais, Non, mais mais sérieusement. même quelque chose qui sera vrai chez Wakamatsu, il y en a pas mal. Par exemple, Les Anges Ah, Violets, c'est de l'érotisme très intéressant, très, comment dire, artistique. Et enfin, et sa mise en scène est au service de l'érotisme, etc., sans jamais que ce soit forcément du cul montré explicitement ou Mais il y a la ridiculement censure comme dans un japonaise film aussi, porno. là. même dans l'Empire des Sens c'est Chez porno Wakamatsu, je sais pas s'il y a trop. Bah, tu vois jamais de vulve, quoi. ouais mais Peut-être ouais qu'il veut pas en montrer aussi. Mais non, mais cinéma japonais, je crois que t'as pas le droit de montrer de chatte, enfin, je sais pas si depuis dans quel âge. l'Empire Oui. des Sens tu rigoles ou quoi C'est comme dans les mangas, t'as pas le droit de montrer les tétons, du coup ils mettent juste une bande de cheveux qui cache le téton alors que tu vois tout le sein derrière. Un sein qui fait la taille de ta tête. Mais non, mais je veux dire, mais je crois qu'au Japon, il y a un truc sur la représentation du sexe, je vais chercher, je pense, mais il y a une date en fait. Oui, ils peuvent pas le représenter sauf s'ils parlent, comme des pénis qui parlent. Oh, ça me fait bander. Ça me fait penser à Marky, moi, ça, le film d'animation là, sur SAD, qui était un peu raté d'ailleurs. Bon, mais ouais, t'es rigolo, ouais. J'ai fait une critique d'ailleurs sur Seins Nus là-dessus. Ouais, c'est dégueulasse, hein, ça c'est super malsain. Il fait des beaux dialogues. Mais ce que tu disais sur Wakamatsu, c'est intéressant parce que oui, c'est un sexe assez débridé et tout, même voire hyper malsain dans Les Anges Violets, ça parle de viol évidemment, mais même dans Va Vierge pour la deuxième fois, c'est une nana qui se fait violer de manière dégueulasse par 5 mecs sur un toit, il arrive quand même à mettre de la beauté Oui, là-dedans. c'est magnifique. C'est magnifique.
Et même, mais dans l'Empire des Sens, c'est magnifique aussi. Pourtant, là, pour le coup, c'est de la vraie pornographie, quoi. Et il arrive quand même, c'est sublime, quoi. Je veux dire, t'as la scène où t'as une fellation, tu vois. Et la fille enlève sa tête et tu vois, et elle a ce regard comme ça avec du sperme qui coule de la bouche. Mais pourtant c'est porno, quoi. Mais c'est juste magnifique, quoi. Même c'est ça qui peut être, tu vois, tu peux quand même si tu peux montrer ça explicitement, mais à partir du moment où t'as quand même la sensibilité, etc., de la sensualité, ça peut être quand même intéressant. C'est assez juste, ça. Mais ce qui est bien en fait, c'est que je dévie un tout petit peu, c'est que en fait dans ce cinéma érotique là, qui va se permettre justement de montrer des choses, c'est qu'il y a une dimension d'un auteur que j'adore, peut-être mon auteur préféré, euh, on l'a cité justement, du Marquis de Sade, c'est-à-dire que c'est les seuls, les séries Z, les séries B franco-italiennes, trucs réalisés par Réseau Franco, des trucs comme ça, qui peuvent adapter du Marquis de Sade. Tu veux dire, si tu veux voir du Marquis de Sade, t'as pas le choix. Tu vois, je veux dire, c'est un auteur super connu, tout le monde le lit, il me dit oh, c'est trop rigolo. Mais je veux dire, soit tu vas voir Salo, ou soit tu t'es obligé de te. Donc là, c'est la grande classe, c'est Pasolini qui te fait le truc bien et tout, avec un message politique. Donc c'est le chef-d'œuvre, tu vois, dans le genre, avec le sexe supra dérangeant, avec la caméra qui reste, qui fait attention de tu n'éprouves aucune empathie, histoire de bien te déranger à fond. Et à côté, t'es obligé d'aller vers du cinéma bis, qui est pas forcément mauvaise qualité, mais bon, après, ça a pas la. J'adore Franco, donc je vais pas dire du mal de lui, mais qui n'a pas forcément la portée de Pasolini, quoi. Donc en fait, il n'y a pas de. Comment dire, ça manque du Marquis de Sade, comment dire, grand public, tu vois, genre je sais pas, tu vois, voilà, genre une petite initiation au libertinage en famille, quoi. Bah, En même temps, je sais pas si Tinto Brass ou même Franco, là, ils sont pas forcément. Ils sont même peut-être plus connus que Pasolini dans un certain style parce que leurs films passent plus à la télé que des Pasolini. Tu penses que leur film. Ah, j'ai jamais vu un. Bah, j'ai rarement vu un Pasolini. Français. Non, mais j'ai rarement vu un Pasolini à la télé. Par contre, des Tinto Brass, il en passe au moins un par mois. Hein? Sur quelle On chaîne pense sur mes chaînes alors. Sur des chaînes payantes, soit, mais Pasolini, il passe même pas sur certaines chaînes payantes. D'accord. Ah, je sais pas, vu que j'aurais parlé de programme sur les chaînes payantes. Mais en parlant de Pasolini, on n'a pas encore parlé de la trilogie de la vie qui est une Oh putain. trilogie magnifique. Mais justement, la vision qu'a Pasolini du sexe, elle est totalement, finalement, elle sert totalement son message politique, parce que dans justement la trilogie de la vie, il va te présenter ça de manière vachement c'est la sexualité libérée, etc. Et c'est comme un échappatoire, c'est la liberté, quoi. Alors que dans Salo, justement, c'est là l'ambiguïté. Dans Salo, il va te présenter ça comme un instrument pour asservir, un truc où il n'y a pas un seul moment finalement où à chaque fois qu'il y a un peu de sensualité. Je pense à une scène qui est sublime dans Salo, qui est la scène du mariage. Et juste après le mariage, ils commencent à s'embrasser, il commence à y avoir de la sensualité, et là, il casse tout. Il peut pas y avoir de sensualité, et c'est absolument visionnaire je trouve, sur la façon dont la sexualité est représentée, et dont la sexualité est montrée, et montrée actuellement. Genre, c'est une grosse charge contre la pseudo-révolution sexuelle, et finalement tout ça c'est au service de ce que dit Pasolini, c'est au service de la société de consommation, du nouveau fascisme, parce que pour lui c'est la même chose. Oui, c'est ça, quand il fait mange la merde là, ouais. Ouais, il faut le rationaliser, et ouais, voilà, il faut le rationaliser. Il faut tout statistiser maintenant. Ça veut rien dire, c'est un mot que j'invente, mais au niveau des statistiques, t'as plein de trucs, etc. Où maintenant, voilà, le sexe est encouragé, mais juste pour que tu achètes des Oui, capotes, c'est ça. et justement que tu nourrisses cette industrie-là. Et justement, je trouve assez génial. Je trouve Pasolini totalement visionnaire là-dessus. Il a une vision vraiment intéressante, et justement tout pour le coup, on parle de justification, mais pour le coup toutes les scènes de sexe chez Pasolini, elles sont justifiées. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est un mec qui a vraiment une idée du cinéma, etc., une idée du monde. C'est un idéaliste en quelque sorte, mais même dans Salo c'est un Mais idéaliste. C'est ça qui est beau. le pire, ça reste quand même dans Théorème, où justement là il pourrait montrer la scène de fesses et il ne la montre pas. Laquelle? Dans Je me rappelle ma plus. Théorème, en fait, on voit quasiment jamais rien. On se doute qu'il couche avec tout le monde, mais on ne voit rien dans Théorème. Et pourtant, c'est extrêmement dur. C'est un film qui est extrêmement dur. Et le set, s'il est là, il est présent. On sent le désir sexuel et le malaise que ce désir va entraîner chez la bourgeoisie et tout. Et pourtant, ce set, il n'a même pas montré. C'est-à-dire qu'en fait, Pasolini, il arrive tellement bien qu'il arrive à créer
le malaise sexuel, du désir, etc. Et sans même le montrer, et juste avec en mettant en filmant Terence Stamp, magnifique en visiteur divin dans cette famille bourgeoise. On arrive presque à 1 heure d'enregistrement, donc on va se quitter là. On va faire un rapide tour de table pour conclure. Un dernier mot, qu'est-ce que vous retenez de ce débat? Sasori? Un nichon de temps en temps, ça fait plaisir. Réseau? Bah, je pense qu'il faut plus de sexe partout et que c'est bien. Mais que ce soit bien fait aussi, avec des bonnes actrices, pas des poupées Barbie siliconées. Je veux du vrai, moi. Ok. King? Moi, je pense que Tarkovsky est partout. Je pense aussi. Et d'ailleurs, son plus grand disciple, Noisette. Non, mais je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit, mais aussi que tu peux créer de la tension, tu peux créer. C'est-à-dire que pour moi, le pire, c'est de tomber soit dans le racolage, quoi, soit tomber dans le pire. Le pire que tout, c'est tomber dans le désincarné. C'est encore pire que la sexualité. C'est pire parce que c'est chiant, quoi. C'est horrible, c'est insupportable. Eh bien, c'est sur ces grands mots de Noisette que nous allons nous quitter. Je vous dis au revoir et on se retrouve dans le prochain numéro. Salut. Salut. Salut.